va poursuivre cet échange, pardon. Andreas, vous avez la parole. Est-ce que vous voyez mes diapos? Oui, nous les voyons. J'aimerais commencer par remercier l'IFCA. Les remerciements sont d'usage. Merci de son soutien, mais c'est quand même assez exceptionnel d'avoir une fondation qui cible une pathologie aussi précise. Et ça permet de fédérer les chercheurs, les cliniciens, les patients, de rassembler les forces de tous et d'agir efficacement. Avant de démarrer, j'aimerais vous parler de mon groupe. Bon, on s'intéresse plutôt à la biologie développementale, à la formation des organes, etc. C'est ce qui nous préoccupe, mais aussi la façon dont un organe se maintient à l'âge adulte. Et bien entendu, il y a un organe auquel on s'intéresse particulièrement, c'est les surrénales. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails s'agissant de l'expérience que nous sommes en train de mener. Cependant, j'aimerais saisir l'occasion qui m'est donnée pour parler un petit peu de la biologie des cellules souches. À mon avis, c'est très important si on veut utiliser les cellules souches à des fins thérapeutiques. Alors, je ne sais pas. Si la zapette fonctionne, magnifique. Alors, comme vous le savez, la surrénale est composée de différentes zones. Vous avez la capsule, ensuite vous avez 3 zones glomérulées, réticulées, fasciculées, etc. Il y a le produisent différentes hormones et vous avez la médulaire. Donc, du point de vue développement, c'est différent parce qu'elle trouve son origine dans la crête neurale. Donc, c'est quelque chose qu'on sait depuis de nombreuses années. La maintenance de l'organe se fait sur la base d'un mécanisme centripète. En d'autres termes, vous avez une mort cellulaire. Et cette mort cellulaire que vous voyez dans le coin en bas à droite, est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que je peux revenir en arrière? Comment est-ce que je peux revenir? Bref, donc la mort cellulaire se fait à la charnière, enfin à la frontière, à l'interface avec la médulaire. Et dans le cadre de ce mouvement, vous avez des cellules qui viennent de la zone glomérulée qui s'éloignent de la capsule. Et cela entraîne une transdifférenciation. Donc vous avez un mécanisme de migration centripète et la prolifération se fait principalement dans les zones externes, la zone glomérulée, et puis un petit peu dans la zone fasciculée également. Et puis ensuite, la mort cellulaire se fait plus bas. Donc il est important d'étudier ce phénomène de renouvellement cellulaire. C'est très important à mon avis si on envisage des stratégies de remplacement cellulaire. Par exemple, une analyse et un traçage des lignées cellulaires, on en a déjà parlé. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça veut dire qu'en gros, on va étiqueter, on va plutôt marquer, grâce à des protéines fluorescentes, certains types de cellulaires, et ce de façon permanente. Et donc, vous avez la cellule qui prolifère, qui se différencie et qui garde ce marquage. Et cela nous permet ensuite d'assurer un suivi au fil du temps. Et on sait ce qui se passe au niveau de ces cellules, surtout les cellules intéressantes auxquelles qu'on essaie d'étudier. Alors, on peut marquer ces cellules souches et on voit ce qui se passe au fil du temps. Et donc, on a recours à cette stratégie de marquage dans la zone glomérulée. Donc, vous avez une structure en rosette, c'est symbolisé par la couleur verte. Et donc, grâce à cette stratégie, on peut voir ces cellules de la zone glomérulée qui sont positives au GHP, qui sont marquées. Et on voit au fur et à mesure ce marquage progressif et qui très rapidement envahit toute la surrénale. Et on voit ça chez la souris. Et ça m'a beaucoup surpris de voir un renouvellement cellulaire aussi rapide chez la souris. Il suffit de 3 mois pour remplacer l'intégralité. Et on constate que le renouvellement tissulaire est 3 fois plus rapide chez les femelles que chez les mâles. Donc, même ici, vous avez un dimorphisme sexuel.
de ce renouvellement cellulaire. Et vous avez le cortex qui est plus mince chez les femelles que chez les mâles. Donc, vous avez les populations de cellules souches progénitrices, et l'ER2, on en a déjà parlé. Donc, ici, on est au niveau de la capsule. Vous avez des cellules qui, au cours du développement, donnent naissance aux cellules adultes, au cortex surrénal adulte. Et au fil du temps, comme vous pouvez le voir, on a cet aspect cellulaire. Et encore une fois, chez les femelles, il y a un recrutement des cellules capsulaires, principalement dans le cortex chez la femelle et très peu chez le mâle. Donc, ce sont des études de prolifération qu'on a menées et qui montrent que la prolifération est beaucoup plus élevée dans le cortex surrénal de la femelle par rapport au mâle. Et ce recrutement des cellules capsulaires semble se produire principalement dans le cortex de la souris femelle. Donc, une synthèse de ce que je viens de vous dire, on a principalement deux populations de cellules souches progénitrices. Principalement, dans des conditions statiques normales, vous avez des cellules que l'on trouve dans cette zone glomérulée qui sont activées et qui descendent ce gradient, qui se retrouvent vers le centre et elles perdent le contact avec la capsule. Elles deviennent des cellules dans la zone fasciculée et chez la femelle, mais dans une certaine mesure chez le mâle, notamment en cas de stress, vous avez des cellules capsulaires qui sont recrutées et leurs caractéristiques évoluent et adoptent un phénotype plus mésenchymateux. Donc, je peux vous montrer les données. Vous avez ce recrutement, mais également cette prolifération cellulaire qui sont contrôlées par les hormones gonadiques, notamment la testostérone, qui sont bloquées par les androgènes. Par exemple, lorsqu'on traite les femelles à base de testostérone pour bloquer le recrutement cellulaire, eh bien, vous voyez ici les deux principaux composants. En tout cas, à notre connaissance, il y a quelques années, on a montré qu'il y avait une troisième population de cellules souches progénitrices et qui ressemble beaucoup au primordium adrénogonadique. Donc, c'est très spécifique. Et chez d'autres souris, en cas de stress, on peut également recruter cette troisième population. De plus, Stéphane Bonstein et son laboratoire ont identifié il y a quelques années une population d'un autre type. Donc, il s'agit là d'une lignée cellulaire très différente et surtout en cas de stress, ces cellules semblent pouvoir se différencier dans le cortex surrénal. Donc, il s'agit ici de cellules cortico-surrénales. Donc, je n'ai pas intégré les cellules positives ADLK1. Leonardo en a parlé, parce qu'en fait, je ne suis pas trop sûre d'où les mettre. Est-ce qu'elles sont... Peut-être qu'on pourra en parler plus tard. Je ne sais pas trop où les mettre sur ce diagramme, en fait. Peu importe. Vous avez différentes populations. Bien entendu, on pourrait utiliser ces cellules souches adultes dans le cadre d'un traitement de renouvellement cellulaire. Donc, peut-être avec différents marqueurs comme l'ADLK1. Donc, on les met en culture, on les corrige et on les réinjecte aux patients. Dans la plupart des cas, il y a une difficulté. Il n'existe pas de marqueur moléculaire de bonne facture pour l'isolation. On a l'ADLK1 éventuellement, mais il faut également avoir accès à suffisamment de cellules du patient. Et la culture, l'expansion de ces cellules, en tout cas chez nous, a été assez compliquée. Alors, on peut adopter une autre approche du point de vue du développement. On peut reprogrammer les cellules du patient, on sait comment le faire et utiliser ces cellules induites, ces cellules souches pluripotentes induites pour assurer une correction du gène. Et donc, c'est une approche de type CRISPR-Cas9 qui a beaucoup évolué depuis et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'en inspirer. Donc, il s'agirait de différencier ces cellules en cellules cortico-surrénales, en cellules souches plutôt, cortico-surrénales, et on les regreffe, on les transplante, on les renvoie à l'envoyeur chez le patient. Alors, il y a une approche possible. Notre approche, en fait, consiste à développer, ou plutôt à étudier d'abord le développement
pour essayer de s'en inspirer. En effet, après tout, ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est d'utiliser des cellules qui soient aussi proches que possible des voies de développement normal. Et pour cela, il faut savoir comment cette surrénale se forme. Donc en bas à droite, vous avez une section au microscope électronique. En jaune, vous avez le mésoderme de la plaque latérale et vous avez le mésoderme intermédiaire. Ce sont deux structures en développement, la LM et l'IM. Et il s'agit là d'une interface où le primordium adrénogonadique se forme. Bien entendu, il s'agit là d'une population de cellules progénitrices qui vont créer d'une part entraîner d'une part des progénitrices qui sont SF1 positives et ensuite le primordium qui est positif au GATA4 notamment. Donc, on s'en rapproche, on s'achemine dans cette direction, mais ce n'est pas si simple. C'est beaucoup plus simple sur le papier, n'est-ce pas? Parce qu'il faut des facteurs d'initiation qui vont réguler ces cellules pour s'acheminer vers la lignée, ou plutôt la direction qu'on veut qu'elles empruntent. Et pour s'en inspirer, on a fait équipe avec Serge Neff et son équipe. Donc, ils sont à Genève et ils sont très doués en termes d'analyse transcriptomique unicellulaire. Et donc, ils ont cartographié à un stade très précoce ce développement gonadique et surrénal et le profil d'expression de milliers de cellules au fil du temps. Donc, vous voyez, à l'étape embryonnaire, à 9 jours, à 10 jours et demi, à 11 jours et demi, à 12 jours et demi, etc. Donc, analyse transcriptomique d'une seule cellule. Et ça permet d'identifier différentes régions. En haut, ici, dans le cercle, vous avez ici les cellules corticosurrénales. Vous avez déjà une différenciation entre les cellules de la zone glomérulée et les cellules de la zone fasciculée. Donc, grâce à ces données, on peut analyser la trajectoire pour voir de quelle façon ces cellules se différencient au fil du temps. Ça nous permettrait, si on a de la chance, d'identifier des voies de signalisation qui participent à la spécification. Ça permettrait de développer des protocoles pour mieux caractériser ces cellules. Et enfin, identifier des voies de visualisation. Des voies de signalisation, pardon. Bon, on n'y est pas encore, mais on y travaille. On le sait très bien parce qu'on a établi un excellent protocole en la matière concernant le mésoderme intermédiaire et le mésoderme de la plaque latérale. On sait qu'il y a un mécanisme de régulation positive. Et ici, vous avez des colonies. Et ça nous rappelle beaucoup le PAG, le primordium adrénogonadique. Là, il n'y a plus d'expression du GATA4. Et c'est tout à fait ce qu'on voit dans le primordium. Bien entendu, les travaux sont en cours et grâce au soutien de l'IFCA, on essaie d'améliorer la différenciation, de greffer ces cellules sous la capsule surrénale et on essaie d'assurer une transplantation, une greffe à long terme. C'est quand même le but, que les cellules souches puissent rester longtemps pour continuer de produire de nouvelles cellules et ensuite transférer ces cellules humaines, ces cellules souches pluripotentes induites humaines. Voilà, je pense avoir terminé. Un grand merci à toute mon équipe, au laboratoire, ainsi que tous nos collaborateurs, sans oublier l'IFCA. Merci infiniment de votre généreux financement. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Andrea. Avant de passer aux questions-réponses, et on a un quart d'heure pour ça, ou plutôt, on est en retard, mais on va quand même s'accorder 15 minutes de plus. À l'intention des auditeurs, j'aimerais vous rappeler qu'il y a un replay. Vous avez donc la possibilité de remettre le couvert et d'écouter à loisir les interventions de cet après-midi. Donc, Pierre et Stéphane, je vous laisse guider la discussion. Merci infiniment. Cette intervention fut très, très intéressante. À long terme, est-ce que vous envisagez une association de ces traitements géniques et d'autres technologies de type greffe, différents dispositifs, par exemple? Est-ce qu'un traitement en association pourrait
former une seule et même stratégie? À mon avis, surtout lorsqu'il s'agit d'organes endocriniens, c'est tout à fait indiqué. En effet, je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'on le sait, désormais, les cellules différenciées, bon, notamment les cellules cortico-surrénales standards, ont une demi-vie relativement courte. Donc, il nous faut un système qui permettrait leur remplacement systématique. Alors, comment y arriver, ça c'est autre chose. Et lorsqu'on utilise ce type de cellules dans le cadre d'un dispositif, on pourrait imaginer que ça fonctionnerait dans un système isolé. En effet, et après tout, ce recrutement cellulaire est en grande partie déterminé par le contrôle hormonal, le contrôle corporel. Donc le corps réagit à des stimuli envoyés par l'hypophyse, des signaux de l'hypophyse. Et donc je pense qu'on pourrait avoir le même système dans le dispositif médical. Donc oui, ça s'intégrerait parfaitement. Nous avons une question. Pensez-vous que ce serait possible d'isoler des cellules précurseurs cortico-surrénales à partir des TART, des inclusions surrénaliennes intratesticulaires? Très bonne question. Bon, la question est de savoir dans quelle mesure ces cellules sont identiques au PHG et dans quelle mesure elles sont en capacité de se différencier de façon efficace et pour devenir de véritables cellules surrénales, plutôt de véritables cellules surrénales progénitrices. C'est une idée intéressante. Je vous avoue que j'y ai pas pensé, mais pourquoi pas? Et est-ce que ce serait facile de les mettre en culture? Là est la question. D'en assurer l'expansion. Donc, oui, c'est un sujet d'étude intéressant. J'ai une question, si vous me le permettez. J'ai écouté votre intervention et avec intérêt, et il est de plus en plus apparent qu'il va falloir prendre une décision. Quel est le meilleur type cellulaire à l'avenir et dans quelle direction avancer? Que ce soit Andreas, Leonardo ou Stéphane, à votre avis, quel serait le meilleur type cellulaire? Pensez-vous qu'on devrait continuer sur les cellules somatiques? Est-ce qu'on devrait passer aux cellules souches pluripotentes induites? Je pense que vous penchez plutôt de ce côté-là, sur la base de votre intervention, mais j'aimerais entendre l'intervention de tout le monde. Ah ben, ça va vous survivre, mais ça va vous surprendre, mais pas forcément. Je ne suis pas forcément partant pour ces cellules souches pluripotentes induites. Bon, il faut savoir si on peut les mettre en culture, ces cellules. Si par exemple, si vous pouvez transplanter ou greffer des cellules qui sont aussi proches ou aussi similaires que possible des cellules endogènes, je pense que c'est la meilleure stratégie, mais je suis un petit peu sceptique. Alors peut-être pas sceptique, le mot est trop fort, mais il y a toujours un bémol lorsque vous forcez l'expression, lorsque votre système est dans une certaine mesure artificiel. Mais c'est peut-être déjà mieux que ce dont on dispose à l'heure actuelle, ça c'est autre chose. Mais vous parlez de cellules souches surrénales ou est-ce que vous parlez de cellules pluripotentes induites qu'on reprogrammerait? Peut-être qu'il est trop tôt pour le dire. À mon avis, j'encouragerais les bailleurs de fonds d'investir dans les deux stratégies parce qu'on ne sait pas laquelle gagnera la course au final. Mais comme on l'a déjà dit, on peut assurer l'expansion de ces cellules de façon spectaculaires. Elles sont faciles à manipuler, bon, relativement faciles à les manipuler une fois qu'elles sont mises en culture et assurer leur différenciation. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on n'a pas été en mesure de mettre en culture ces cellules souches à long terme. Une fois qu'on les isole, lorsqu'on les prélève chez des cellules surrénales, lorsqu'on les prélève chez la souris, par exemple, mais peut-être qu'il faut un facteur de croissance pour lancer la prolifération. Leonardo, qu'est-ce que tu en penses? Je suis complètement d'accord. En termes de conversion de lignées cellulaires,
Je pense que c'est là qu'on peut s'attendre au moins de succès, hein, s'agissant de mettre en place une approche curative pérenne. Maintenant, il faut voir sur quel cheval parier. Il faut mettre en place une population qui s'auto-renouvellerait. Moi, ça me suffit. Mais on peut s'inspirer du traitement cellulaire du diabète de type 1, parce que vous avez déjà un renouvellement cellulaire, bon, assez léger, mais il existe, il a le mérite d'exister. Donc, si on a cette capacité d'auto-renouvellement, on est bien parti. Mais ça peut fonctionner pendant un mois, ça peut fonctionner pendant un an, mais peut-être pas à plus long cours. Et si je puis me permettre d'ajouter un point, le cortex surrénal. S'agissant de la structure, de la vascularisation, des composantes de cette matrice cellulaire qui ne sont pas aléatoires, entre guillemets, vous avez de la fibronectine dans la capsule, vous avez d'autres types de tissus ailleurs, etc. Et je pense que c'est un facteur important s'agissant de l'évaluation des cellules pour les aider à se différencier. Comment favoriser cette différenciation au cours de ce processus d'auto-renouvellement? Et puis ça a été démontré au fil des années, il y a une interaction importante entre la médulaire et le cortex. Donc il faut des cellules surrénales uniquement ou il faut autre chose? Un type cellulaire qui permettrait de favoriser la stéroïdogenèse de façon directe ou indirecte. Donc une espèce de cellule hybride, comme un mini-organe hybride avec un petit peu de chromatine. Voilà, donc voilà. Finalement, chaque question est un projet qui va s'étaler sur plusieurs années. Et n'oublions pas, bien entendu, que les cellules souches, à terme, vont fonctionner. Cette stratégie, à terme, est vouée au succès. Et on se réjouit d'avance de ce succès. Encore une fois, les derniers essais n'ont pas eu énormément de succès, mais ces dernières années, on a eu des résultats assez bons dans d'autres domaines et on peut raisonnablement se fonder sur ces résultats positifs, donc des cellules surrénales d'origine bovine ou porcine, ça fonctionne bien. Et on peut peut-être passer chez l'être humain, je pense que ça s'imposerait. Donc des cellules surrénales d'origine porcine que l'on caractériserait pour ce dispositif médical. Mais le fait est de savoir que même si on ne fait rien, ces cellules surrénales sont déjà pleinement fonctionnelles. Et on peut maintenir ce mécanisme de protection immunitaire. Mais, bien entendu, il n'est pas facile de produire un dispositif qui aurait une efficacité à long terme. Et c'est tout à fait ce qu'on veut, bien sûr. Mais quelles sont vos attentes? S'il s'agit de remplacer le dispositif, quelle est votre expérience là-dessus? Ce serait à quelle fréquence mensuelle, annuelle? À quoi vous vous attendez pour ce type d'équipement? À quelle fréquence le remplacer? Dans notre essai, maximum un an. Mais on peut réfléchir à d'autres dispositifs dont le remplacement serait plus facile. En tout cas, on pourrait changer certaines pièces facilement. Peut-être qu'on peut panacher les approches à l'avenir. À mon avis, le gros avantage s'agissant des cellules surrénales, c'est qu'on peut s'attendre à ce que ce soit encore plus facile. En effet, vous n'avez pas cet entre-là de glucose et d'insuline, euh, parce que c'est quand même un mécanisme assez complexe, assez compliqué. Donc, dans notre groupe, mais dans d'autres groupes, dans le monde entier, forcément, c'est l'autre approche qui a été privilégiée. Maintenant, je pense qu'il faut travailler la main dans la main. Il faut un consortium que l'IFCA soutiendrait et qui permettrait de reproduire
chez les cellules surrénales, ce qui fonctionne déjà ailleurs. Et peut-être qu'il faudrait moins de 10 ans. Je pense qu'on peut être optimiste. Mais vous savez, je me bonifie avec le temps. Plus j'avance en âge, plus j'optimiste, comme dirait Carrefour. Voilà.